Dans cette vidéo, nous allons résoudre 4 exercices simples portant sur la conservation de l'énergie mécanique. Pour rappel, l'énergie cinétique est l'énergie que possède tout corps en mouvement. Nous la noterons K et elle est donnée par la formule 1/2 mv², m étant la masse du corps et v sa vitesse. L'énergie potentielle est une énergie que possède un corps de par une interaction. Nous étudierons dans le cadre de cette vidéo le cas de l'énergie potentielle gravitationnelle qui est en lien avec l'interaction gravitationnelle. Nous la noterons U et elle est donnée par la formule mgh, m étant toujours la masse du corps, g la constante de pesanteur ou accélération gravitationnelle, donc 9,81 m/s² sur Terre, et h l'altitude du corps. Enfin, nous appellerons énergie mécanique la somme des énergies cinétiques et potentielles du corps. Pour rappel, l'énergie se mesure en joules. Le travail d'une force est l'énergie qui est fournie ou retranchée à un corps par l'application de cette force. On note le travail W, et dans le cas d'une force constante, on peut le calculer par la formule Fd cos alpha, F étant l'intensité de la force appliquée, D le déplacement du corps pendant l'application de cette force, et alpha l'angle entre ces deux dernières grandeurs. Lorsqu'un corps n'est soumis à aucune force dissipative, c'est-à-dire dans notre cas principalement tout ce qui est force motrice et force de frottement, alors son énergie mécanique initiale est conservée, est égale donc à son énergie mécanique finale. Le corps ne va ni gagner de l'énergie, ni en perdre pendant son déplacement. A l'inverse, si des forces dissipatives sont appliquées sur l'objet, alors il va gagner ou perdre de l'énergie, ce qu'on peut calculer par le travail des forces dissipatives en question, et donc la formule deviendra énergie mécanique initiale plus le travail de ces forces égale énergie mécanique finale. Commençons par déterminer les données et l'inconnu de ce problème. Tout d'abord, on nous précise que la balle est lâchée, ce qui signifie que sa vitesse initiale est nulle, et on nous donne également la hauteur de laquelle elle est lâchée, ce qui est donc sa hauteur initiale, 7 mètres. On nous demande de calculer la vitesse au moment de l'impact avec le sol. Ceci nous donne une troisième et dernière donnée, qui est la hauteur finale de la balle, qui est donc nulle. En même temps, ceci nous donne l'inconnu du problème, la vitesse au moment de l'impact avec le sol, c'est-à-dire la vitesse finale de la petite balle. On nous précise que les frottements sont négligeables et comme, bien entendu, il n'y a pas de moteur dans une petite balle, nous n'avons ici aucune force dissipative, de sorte qu'on peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Nous allons maintenant calculer la valeur de l'énergie mécanique initiale ainsi que la valeur de l'énergie mécanique finale pour pouvoir utiliser cette formule. L'énergie mécanique initiale est donnée par la somme de l'énergie cinétique initiale et de l'énergie potentielle. Chacune de ces énergies, je les substitue par leurs formules respectives, 1/2 mv² pour l'énergie cinétique, mgh pour l'énergie potentielle. La vitesse initiale tout comme la hauteur initiale sont des données de l'exercice, que je peux donc remplacer. Il y a simplement la masse ici qui n'est pas donnée et qui va donc rester comme paramètre dans cette énergie mécanique initiale qui sera donc de 68,67 fois la masse de la particule. On procède de la même façon pour l'énergie mécanique finale qui est donc l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. À nouveau, je substitue ces deux énergies par leur formule et je remplace les données de l'exercice, à savoir ici que la hauteur finale de la petite balle était 0. On trouve donc 1/2 m vitesse finale au carré, la vitesse finale apparaissant ici étant l'inconnu de notre problème. En remplaçant les deux énergies que nous avons trouvées au slide précédent dans la conservation de l'énergie mécanique, donc nous avons ici E0, l'énergie mécanique initiale, et de ce côté de l'équation EF, l'énergie mécanique finale, nous obtenons cette équation, dans laquelle nous pouvons simplifier la masse de l'objet, qui est évidemment non nulle, ce qui permet d'obtenir cette équation, dans laquelle nous cherchons donc la vitesse finale. Il suffit de l'isoler, ce qui permet de trouver rapidement la réponse de 11,72 mètres par seconde. À noter ici que j'ai choisi la solution positive dans cette équation, puisque nous cherchons la vitesse finale qui est une valeur positive. Alors remarquons que si nous n'avions remplacé les données qu'à la toute dernière ligne, comme vous le savez peut-être, c'est toujours plus élégant de procéder de la sorte, c'est-à-dire que je n'aurais pas remplacé les différentes données du problème, sauf à la toute dernière ligne. On aurait trouvé cette formule qui est donc la vitesse finale égale racine carrée de 2g fois la hauteur initiale, et qui est une formule qu'on retrouve souvent en physique. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant quand même de vous la montrer.
Et donc ce n'est rien d'autre que la même formule que celle-ci, mais dans laquelle donc je n'ai pas remplacé les données du problème. Dans cet exercice, nous avons comme première donnée la masse de la caisse qui est de 2 kg. On nous précise ensuite qu'elle se trouve au repos, donc avec une vitesse initiale qui est nulle, sur un plan horizontal. Ceci nous donne une double information, qui est donc que la hauteur initiale comme la hauteur finale de la caisse est nulle. Elle va en effet se déplacer donc exclusivement sur ce plan horizontal. Elle ne va ni gagner en hauteur ni perdre en hauteur. Elle est ensuite tractée sur une distance de 10 mètres par une force inclinée à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Schématiquement, on va représenter par exemple le déplacement de la caisse vers la droite et on aura donc la force inclinée comme ceci à 15 degrés par rapport à l'horizontale et finalement on se rend compte que cet angle de 15 degrés est l'angle entre la force et le déplacement. C'est l'angle que nous avons noté alpha dans la formule du travail de la force. Enfin, on nous précise que la caisse atteint une vitesse de 6,95 mètres par seconde. Il s'agit donc de la vitesse finale de la force. Ce que nous cherchons, c'est l'intensité de la force de traction que j'ai notée ici sur mon schéma F, que j'aurais pu noter Fm comme motrice ou Ft comme traction. Peu importe, ici donc je l'ai noté F. On nous précise également que les frottements sont négligeables. Étant donné la présence d'une force de traction, nous allons utiliser la conservation de l'énergie mécanique, mais tenant compte donc du travail de cette force, c'est-à-dire de l'énergie que fournit cette force à la caisse. Je vais donc maintenant calculer chacun de ces trois termes, chacune de ces trois grandeurs, donc énergie mécanique initiale, énergie mécanique finale et travail de la force de traction. On va commencer par l'énergie mécanique initiale, qui est donc donnée par la somme de l'énergie cinétique initiale et de l'énergie potentielle initiale. Comme on l'a fait pour l'exercice précédent et comme on le fait toujours dans ce genre d'exercice, on substitue donc chacune de ces énergies par sa formule. 1/mv carré pour l'énergie cinétique, mgh pour l'énergie potentielle, et on remplace les différentes données de l'exercice. Alors ici on avait une vitesse initiale nulle, tout comme une hauteur nulle initiale, de sorte que l'énergie mécanique initiale de la caisse était nulle. Je procède de la même façon pour l'énergie mécanique finale, et je viens remplacer donc les données de l'exercice, à savoir la vitesse finale de la caisse et sa hauteur finale, et je trouve une énergie mécanique finale de 48,30 joules plus ou moins. Il reste donc à calculer le travail de la force de traction par la formule Fd cos alpha. À nouveau, je substitue les données de l'exercice, sachant que F est donc l'inconnu de cet exercice. Et puis maintenant, je viens remplacer ces trois valeurs, ces trois expressions, dans la conservation de l'énergie, ce qui me permet de trouver cette équation, dans laquelle la seule inconnue est la force de traction que l'on recherche. Donc il suffit de l'isoler dans cette équation, et on trouve donc assez simplement la valeur de 5 newtons. Dans cet exercice, un palais dévale un plan incliné, donc représenté comme habituellement par un triangle rectangle comme ceci. On nous précise qu'il est haut de 1 mètre, il s'agit là de la hauteur initiale du palais. On nous précise également sa masse, qui doit bien entendu être convertie en kilogrammes. Et on nous dit qu'il est poussé vers le bas à la vitesse de 0,5 mètres par seconde, c'est donc sa vitesse initiale. On nous indique une force de frottement agit. Alors étant donné que le palais va glisser vers le bas du plan incliné et que le frottement est opposé au déplacement de l'objet, on aura donc un frottement orienté vers le haut du plan incliné. Ce frottement, on nous précise son intensité qui est de 2 newtons. Et puis alors, on nous précise que le palais atteint la vitesse de 2 mètres par seconde, c'est donc sa vitesse finale, au bas du plan incliné, donc ici tout en bas, à une hauteur finale qui est nulle. Ce que nous cherchons, c'est l'angle que il, donc le plan incliné, forme avec l'horizontale. C'est l'angle qu'on retrouve ici sur le schéma, je l'ai appelé bêta, pour ne pas le confondre avec l'angle alpha qui intervient dans la formule du travail d'une force, et notre inconnu est donc cet angle bêta. Alors comment est-ce qu'on va trouver cet angle qui n'apparaît a priori dans aucune de nos formules d'énergie? Eh bien simplement, il convient de remarquer que le palais va dévaler le plan incliné sur son hypoténuse ici, et que son déplacement, la distance qu'il parcourt, sera donc l'hypoténuse du plan. Donc ce que nous allons calculer avec les formules de la conservation de l'énergie mécanique, c'est le déplacement du palais, et puis il nous restera à faire un peu de trigono dans ce triangle rectangle pour trouver notre inconnu bêta. Étant donné la présence d'une force de frottement, nous allons utiliser la conservation de l'énergie mécanique,
mais tenant compte donc du travail de cette force de frottement. Alors, je vais maintenant calculer chacune de ces trois grandeurs, à commencer par l'énergie mécanique initiale, qui est bien entendu toujours la somme de l'énergie cinétique initiale et de l'énergie potentielle initiale. Je substitue les formules de ces deux énergies et je remplace les données. Alors ici, on a toutes les données nécessaires, donc la masse, la vitesse initiale et la hauteur initiale, ce qui permet de trouver une énergie mécanique initiale d'environ 4,96 joules. Je procède de la même façon pour l'énergie mécanique finale, et là aussi nous avons toutes les données pour la calculer. On trouve une valeur de 1 joule. Il reste à calculer le travail de la force de frottement. Alors cette force de frottement, on sait qu'elle a une intensité qui est de 2 newtons. Le déplacement de l'objet, c'est l'inconnu du problème, donc on ne la connaît pas. Et en ce qui concerne l'angle entre la force de frottement et le déplacement, eh bien cet angle est de 180 degrés. Alors je vous renvoie au schéma qui se trouvait sur le slide précédent, où on voit bien effectivement que ces deux vecteurs sont opposés et donc qu'ils forment entre eux un angle de 180 degrés. Le cosinus de 180 degrés a pour valeur moins 1, et c'est ainsi que l'on trouve moins 2D pour le travail de la force de frottement. On va remplacer ces trois grandeurs, ces trois expressions, dans la conservation de l'énergie mécanique, ce qui permet de trouver cette équation dans laquelle la seule inconnue est le déplacement, et donc on trouve une valeur de 1,98 mètres environ pour le déplacement. Alors, j'ai représenté maintenant donc, le plan incliné dont il était question, avec sa hauteur de 1 mètre et la distance parcourue que nous venons de calculer. On va se servir ici du sinus de l'angle β, qui est donné par le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc on peut écrire cette équation. Et on va trouver donc β en utilisant la fonction inverse sinus ou arc sinus. Donc de cette expression, on trouve alors donc la réponse qui est de 30,27 degrés. Nous avons ici un cycliste qui développe une force motrice de 390 newtons, tandis que des frottements s'exercent également sur lui de 350 newtons. On précise qu'il part du repos, on a donc une vitesse initiale qui est nulle, et qu'il se trouve sur une route horizontale, donc comme nous l'avions eu dans l'exercice 2, cela signifie que la hauteur initiale comme la hauteur finale sont nulles. On sait qu'il atteint la vitesse de 36 km/h, donc c'est sa vitesse finale, à convertir bien entendu en mètres par seconde, et qu'il fait ceci sur une distance de 150 mètres. L'inconnu du problème est la masse du cycliste, que l'on va donc noter évidemment m. Nous avons ici la présence de deux forces dissipatives, que sont la force motrice et la force de frottement, et nous allons donc tenir compte du travail de chacune de ces forces dans notre conservation de l'énergie mécanique. Alors je vais calculer maintenant chacune de ces quatre grandeurs, à commencer comme habituellement par l'énergie mécanique initiale, toujours donnée par l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale. Je substitue les formules de chacune de ces deux énergies et je remplace les données du problème. Donc à savoir ici que la vitesse initiale comme la hauteur initiale sont nulles, on a une énergie mécanique initiale qui est nulle. En ce qui concerne l'énergie mécanique finale, j'utilise les mêmes formules que précédemment. On a à nouveau toutes les informations nécessaires pour remplacer dans cette formule, sauf la masse du cycliste qui est notre inconnue, et on trouve donc 50 fois m pour l'énergie mécanique finale. En ce qui concerne le travail de la force motrice, il est donc donné par le produit de la force motrice, par le déplacement, et le cosinus de l'angle entre ces deux grandeurs. Alors ici, on a une force motrice de 390 newtons appliquée pendant 150 mètres, et bien entendu, la force motrice qui est développée par le cycliste, elle se produit dans la direction et dans le sens du déplacement, donc ce qui signifie que la force motrice forme un angle de 0 degré avec le déplacement du cycliste. On a donc ici le cosinus de 0 degré qui vaut 1, et on trouve un travail de la force motrice qui est de 58 500 joules. En ce qui concerne la force de frottement, on connaît également son intensité, on connaît le déplacement, et comme dans l'exercice 3, elle forme bien entendu un angle de 180 degrés avec le déplacement du cycliste. On trouve donc une valeur de moins 52 500 joules. Je viens substituer ces quatre valeurs, ces quatre expressions dans la conservation de l'énergie mécanique, ce qui permet comme toujours de trouver une équation dans laquelle nous avons notre inconnu qui apparaît. Ici, il s'agit de la masse m du cycliste, qui vaut donc 120 kg.